Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du SARS-CoV-2 et de la famille des coronavirus. Les coronavirus sont connus de longue date dans le domaine de la médecine vétérinaire parce qu'en fait on trouve pas mal d'agents pathogènes coronavirus responsables de pathologies chez la volaille, le premier ayant été identifié est le virus de la bronchite infectieuse aviaire. Chez le porc, plusieurs coronavirus ont été identifiés et plus récemment, en 2013, une grosse épizootie a causé la mort et énormément de dégâts économiques aux États-Unis en 2013. On connaît également des coronavirus chez le chat, notamment le virus de la péritonite infectieuse féline, qui est un virus qui induit une maladie mortelle. Et enfin, on trouve également des coronavirus chez la souris qui sont assez redoutables dans les animaleries expérimentales. Chez l'homme, les premiers coronavirus ont été identifiés au début des années 1960 et ces premiers coronavirus étaient en général responsables de maladies bénignes telles qu'un rhume banal. Et ce n'est qu'en 2002 qu'on a vu apparaître le premier coronavirus d'origine zoonotique, qui est le virus SARS-CoV-1, ou virus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère. En 2012, un second coronavirus zoonotique est apparu, c'est le virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS. Et enfin, depuis 2019, fin 2019, on a eu les premiers cas de Covid-19 avec l'évolution vers une pandémie que tout le monde connaît aujourd'hui. La famille des coronavirus est un ensemble de virus qui infectent à la fois des mammifères et des oiseaux. Non seulement les mammifères domestiques et oiseaux domestiques et l'homme, mais également la faune sauvage. On retrouve énormément de coronavirus, notamment chez la chauve-souris, et vous en avez sans doute entendu parler dans le cadre du SARS-CoV-2. Cette famille est divisée en 4 sous-familles, les alpha, bêta, gamma et delta coronavirus, et on retrouve les virus infectant l'homme dans les alpha et les bêta. Et les virus zoonotiques infectant l'homme sont uniquement dans les bêta-coronavirus. Les coronavirus se retrouvent, comme je vous l'ai dit, beaucoup dans la faune sauvage et ceux qui sont apparus chez l'homme ont tous une origine zoonotique, même si les virus dits humains n'ont pas été isolés à l'origine dans la faune sauvage, mais on retrouve un réservoir animal au départ, qui est bien souvent la chauve-souris, mais ça peut être également des petits rongeurs. Parmi les 7 virus infectant l'homme, donc les 4 virus dits humains qui causent des maladies bénignes et les 3 virus dits zoonotiques qui causent des maladies graves, tous ont une origine zoonotique. Donc 5 d'entre eux ont une origine chez la chauve-souris et 2, comme je vous l'ai déjà dit, chez des petits rongeurs. Et il n'y a pas un passage direct de l'animal réservoir à l'homme, mais un passage par un hôte intermédiaire dans lequel va sans doute s'adapter le virus avant de passer chez l'homme. En termes d'hôtes intermédiaires, on a identifié certains hôtes intermédiaires pour 4 de ces coronavirus. Notamment, le dromadaire a été identifié pour le MERS et également pour un des virus humains classiques, le 229E. On a également identifié un hôte intermédiaire qui est le bovin pour le OC43. Et pour le SARS-CoV-1, on a identifié la civette palmiste comme hôte intermédiaire. Pour le SARS-CoV-2, plusieurs hypothèses sont toujours en cours, mais pour l'instant, on n'a pas une réponse définitive. Donc, on ne sait pas exactement quel est l'hôte intermédiaire. Même chose pour 2 autres coronavirus classiques de l'homme. Les coronavirus ont une structure assez particulière en microscopie électronique, ce qui a d'ailleurs donné leur nom, c'est-à-dire que ce sont des petits virus sphériques entourés de spicules qui donnent un aspect de couronne, d'où coronavirus. Ces virus ont une taille d'environ une bonne centaine de nanomètres, c'est-à-dire un 10 millionième de millimètre. Ils sont constitués de différentes protéines et d'acides nucléiques, enfin d'un génome viral qui est la matière génétique qui va se transmettre. Et à la surface de ces particules, une protéine importante est la protéine de spicule, parce que c'est elle qui va reconnaître le récepteur à la surface des cellules et qui va permettre au virus d'infecter de nouvelles cellules. D'un point de vue organisation génomique, il s'agit d'un virus dont le génome est une molécule d'ARN à simple brin, c'est-à-dire qu'il y a une seule molécule complète d'ARN de polarité positive, c'est-à-dire que cette molécule d'ARN va être directement traduite
quand elle va arriver dans la cellule, et d'une taille d'environ 30 kilodaltons. Donc ce virus va coder environ 13 protéines, ça peut varier d'un coronavirus à l'autre. On retrouve les protéines de structure, donc qui vont composer la particule virale à votre droite sur l'écran, et à votre gauche, on va retrouver les cadres de lecture codant pour les protéines non structurales qui sont exprimées sous la forme de polyprotéines qui vont être clivées par une protéase virale. Et ces protéines sont importantes parce que une bonne partie d'entre elles vont former ce qu'on appelle le complexe de réplication ou la réplicase, avec la polymérase à l'intérieur, qui est une cible privilégiée pour le développement d'antiviraux, ainsi que la protéase virale, qui est importante pour le clivage d'une bonne partie de ces polyprotéines et qui est également une cible privilégiée pour le développement d'antiviraux. En ce qui concerne le cycle infectieux, donc comme tout virus, il faut d'abord que cette particule, qui est une structure inerte à l'extérieur d'une cellule, rencontre un récepteur à la surface d'une cellule. C'est un parasite obligatoire, donc le virus n'est vraiment fonctionnel qu'à l'intérieur d'une cellule. Donc, il reconnaît un récepteur qui s'appelle ACE2 dans le contexte du SARS-CoV-2. Cette interaction avec le récepteur ainsi qu'avec des cofacteurs qui vont l'aider à pénétrer dans la cellule, soit par endocytose, soit par fusion de sa membrane directement à la membrane plasmique. Ça va conduire à une libération du génome, donc de l'ARN génomique, qui va être directement traduit en protéines qui vont constituer le complexe de réplication pour produire de nouveaux ARN sous-génomiques cette fois-ci, qui eux-mêmes vont être de nouveau traduits. Et avec accumulation de protéines dites de structure, donc qui vont composer la particule virale, ainsi qu'accumulation de l'ARN génomique, on va avoir progressivement formation de nouvelles particules virales à l'intérieur de la cellule, dans un compartiment interne, qui vont ensuite être sécrétées pour produire de nouveaux virus qui vont infecter de nouvelles cellules tout autour. Enfin, pour terminer, je voudrais mettre l'accent sur une protéine particulière dont j'ai déjà parlé, la protéine de spike ou de spicule, qui est à la surface de la particule virale. Et cette protéine est l'antigène de choix pour le développement de vaccins anti-Covid-19, dans la mesure où c'est cette protéine qui va conduire à la reconnaissance du récepteur ACE2. Et en immunisant les personnes avec cette protéine S ou spike ou spicule, on induit la production d'anticorps neutralisants qui vont venir bloquer l'interaction entre la particule virale et son récepteur et ainsi empêcher un nouveau cycle de se former. Voilà, je voudrais remercier les membres de mon équipe au sein du Centre d'affection d'immunité de Lille, ainsi que notre soutien financier de l'Institut Pasteur de Lille, de la FRM, de l'ANR, de la région Hauts-de-France et de l'ICIT. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.